Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous vous savons très nombreux à nous suivre sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM pour ce rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité. Le rendez-vous est également en tout cas accessible sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Skaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bena Bougma Jofra, bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo, bonjour, juge Vaha, bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma, bonjour, président, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Prise de pouvoir par les militaires au Burkina Faso, la CEDEAO condamne ce qu'elle qualifie de recul démocratique et annonce un sommet extraordinaire dans les prochains jours pour examiner la situation. L'annonce a été faite hier par l'organisation sous-régionale dans un communiqué. C'est le premier sujet enrôlé pour cette convocation. En seconde période d'émission, nous allons en tout cas jeter un regard sur le retrait des forces spéciales du Danemark demandé par les autorités maliennes. Un déploiement qui avait été fait dans le cadre de la force Takuba pilotée par la France. Analyse et décryptage après la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. On va commencer avec le doyen des juges. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation ? Moi, ce qui retient mon attention, c'est bien les petites leçons qu'on tire de ces derniers jours et les questions que cela suscite. Il y a un président qui est déposé. Maintenant, allez sur les réseaux sociaux parce que c'est ouvert. Tous ceux qui étaient horripilés dès qu'il y avait la critique à l'endroit des actes du président, de ses actions, de ses décisions, et qui défendaient quelquefois mordicus l'indéfendable, qui justifiait par moments l'injustifiable, où sont-ils? C'est ça, aujourd'hui, les petites leçons qu'on tire. Sont-ils devenus en même temps aphones? Donc, toutes les convictions qu'ils nous disaient transpirer, peut-être que ça n'en était pas. Sinon, comment comprendre? Et aujourd'hui aussi, pour ceux qui comprendront, c'est que le message, il va dans les deux sens. Autant vous pouvez être adoubé, autant vous pouvez être applaudi, autant vous pouvez être élevé comme un seigneur, autant cela aussi peut vous arriver. Le problème n'est pas d'incenser. Le problème, c'est d'avoir des gens qui vous disent une vérité. Fut-elle crue, tant qu'elle est constructive, même une critique, elle est bonne à prendre. Et je crois que louer, s'égosier, à faire des louanges, à oublier qu'il y a une certaine objectivité à avoir, ça conduit à ça. À être obligé de se taire et de se cacher. Et puis ça conduit à se demander à un moment donné, mais où sont tous ceux qui m'adoubaient? Où sont tous ceux qui étaient autour de moi? Où sont tous ceux qui m'applaudissaient? Où sont tous ceux qui disaient que tout ce que je faisais, c'était de l'ordre du Seigneur? C'est ça la petite leçon que je retire aujourd'hui. Sinon, on a l'impression que les restrictions qui concernent Facebook, il y en a qui sont toujours dedans. Non, ils ne sont plus dedans. Ils sont ouverts comme nous tous. Ils ont tous accès. Mais c'est devenu des simples lecteurs. Ils s'arrêtent, ils lisent, ils ne commentent plus. C'est ce à quoi ils sont aujourd'hui restreints. Moi, je pense que le plus important dans la vie, c'est les convictions. On les transpire, quels que soient les moments, quelles que soient les situations, on les garde. Maintenant, quand c'est pour aller comme où vogue le vent, ça n'a pas d'importance. Je pense qu'il y a des petites leçons à tirer de ce qui est en train d'arriver ces derniers temps. Et c'était mon petit avant-propos. En tout cas, ça nous cogne la tête depuis. Merci, juge Va. Bena Bougma, vous avez la parole. Moi, mon avant-propos s'inscrit dans la logique de ce que nous vivons, mais dans la préparation de la mise en place certainement de la transition, des structures, effectivement, de cette transition. Comment est-ce qu'elle va s'opérer. Et déjà, les gens, je dis bien, affûtent leurs armes, fussent-ils du régime qui vient de tomber, de l'opposition
de la société civile et autres, chacun a pris son calepin en train de calculer pour voir où est-ce que je peux me positionner, qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que je peux gagner. On est d'abord dans le jeu. On n'est pas dans le comment est-ce qu'on opère une transition suffisamment efficace pour tout le Burkina. On n'est pas à ce niveau de conscience quand on discute avec certains. Donc on est beaucoup plus au moi. Donc c'est aussi cela. Et la transition qu'on a eue en 2015, c'était à peu près la même chose. Où après certains sont venus dire nous avons regretté de n'avoir pas pris part parce qu'on s'est dit un tel allait être mieux, mais on se rend compte qu'il est parti beaucoup plus ses intérêts, ceci ou cela. Bon, ce sont aussi les limites de la démocratie représentative que Kadhafi dénonçait, parce que quand vous désignez quelqu'un pour représenter vos intérêts, il regarde d'abord, il représente ses propres intérêts avant de vous représenter vous. Donc, alors, quelle transition voulons-nous? Comment est-ce que les choses vont se faire? Là, on est en attente. Toujours est-il qu'il y en a qui se posent des questions par rapport à la dissolution de la Constitution suspendue. Donc, la suite, comment est-ce que ça va se faire? La gestion des collectivités, comment est-ce que ça va se faire? Parce que 2015, en 2014, quand la transition a débuté, parce que ça a démarré en 2014, même si c'est vraiment 2015 que la machine a tourné à plein régime, dans les premières heures, la transition avait dissous les collectivités territoriales. La suite, on la connaît, c'est une plainte en bonne et due forme qui a été déposée contre la transition par l'ancien maire de Kindi, Thomas Bagouzari, qui a été le chef de file de cette plainte-là, parce que pour lui, c'est une dissolution illégale. La suite, on la connaît. Bon, il a eu raison, mais bon, après, c'est fini, quoi. Donc, est-ce que ça va être encore les mêmes choses? On va mettre toutes les communes sous délégation spéciale comme à l'époque, avec tout ce que cela va venir comme conséquence et tout, on ne sait pas. Mais donc, ce sont des militaires qui ont beaucoup de boulot à faire et beaucoup de dossiers sur la planche et donc sur les tables. Dossier Norbert Zongo, Thomas Sankara, dossier de corruption, dossier de ceci, un pays à sécuriser, comme on appelle ça, les hommes à réconcilier, et des gens aussi qui se disent c'est notre heure, nous sommes restaurés, nous on attend, c'est maintenant nous, bon les autres reculés. Donc c'est dans ce tohu-bohu là effectivement que la transition, que le lieutenant-colonel Damiba et ses hommes sont arrivés. Comment est-ce qu'on va amorcer cette transition? Naturellement, on va attendre. Mais ça, compte tenu des intérêts individuels et égoïstes, bon, parfois, c'est pas évident, mais on attendra. Merci, messieurs les juges, pour ce propos introductif. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble sur les antennes des médias leaders Trui TV et Watt FM. Le juge Bougma a donné le ton sur la situation nationale. La CEDEAO annonce un sommet extraordinaire dans les prochains jours pour statuer sur le cas Burkina Faso après le coup d'État du MPSR. L'organisation sous-régionale parle de recul démocratique et de démission de président Roch Kaboré obtenu sous la menace, l'intimidation et la pression des militaires. Alors, juge Voa, quand on écoute ça, quand on voit ce communiqué, ça donne déjà le ton de la rencontre qui s'annonce sur le cas Burkina Faso. Oui, ça donne un ton, mais bon, il ne faut pas être surpris. Ça, pour moi, on appelle ça des positions principielles, parce que quand on connaît bien la CEDEAO, dès qu'il y a un coup d'État, il condamne avec la plus grande énergie, et puis il demande donc à ceux qui sont là de travailler au retour à un pouvoir civil, et demande des délais quelquefois irréalistes pour cela. Et ça, ça a été toujours leur façon de fonctionner. Mais on sent clairement que c'est souvent des chefs d'État qui veulent donner la leçon et se dire qu'il ne faudrait pas que ça arrive chez nous. C'est un peu ce qu'on peut dire d'entrée. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas de surprise à avoir relativement à cette sortie.
Alors, juge Bougma, quand on regarde dans ce communiqué, comme je l'ai dit, il y a le ton de la fermeté. On est un peu dans le scénario malien. Est-ce qu'il faut également craindre les mêmes sanctions et les mêmes décisions? Non, on n'est pas dans le scénario malien, on est dans tous les cas de coup d'État. Quand c'est un cas de coup d'État, c'est comme ça que la CEDEAO s'annonce. Donc, c'est comme ça, ce n'est pas une surprise. Maintenant, c'est la capacité maintenant de la CEDEAO à faire respecter ces choses-là. C'est beaucoup plus là l'enjeu. Sinon, c'est pas... C'est comme on appelle ça. C'est le même feuilleton, voilà. Quand il y a un coup d'État, ce sont ces mêmes condamnations de principe. Depuis l'époque de coup d'État, c'est comme ça. Donc, parfois, vous êtes même suspendu de participer aux instances, d'envoyer vos représentants et tout. Pendant la transition, comme nous l'avons baptisé insurrection populaire, effectivement, comme ça a été une insurrection, c'est vrai que le passage, la succession de Blaise Compaoré en son temps, qui a évoqué effectivement les dispositions constitutionnelles, n'a pas respecté les dispositions constitutionnelles parce que le président de l'Assemblée n'a pas géré cette transition pour conduire les élections comme voulu par la Constitution, consacrant en fait un coup d'État en même temps. Donc on est passé effectivement à autre chose par la transition que nous avons vue. Mais bon, comme on appelle ça en son temps, l'argument populaire effectivement a prévalu et ça s'imposait. Donc le Burkina n'a pas effectivement essuyé ces foudres-là vis-à-vis de la CEDEAO comme les autres pays. Même au Mali, c'est à l'issue du deuxième putsch que les choses se sont véritablement envenimées. Donc là, c'est un autre registre. C'est beaucoup plus la Guinée. Voilà, suspendu, parce que là, c'était flagrant. Au Mali, ça a été d'abord maquillé, la même communauté a jonglé, quoi, pour pouvoir rester dans des normes, voilà. Sinon, démission assistée et tout, voilà. Donc, mais ici, c'est différent, c'est un coup de force. Mais maintenant, comme le chef de l'État a aussi démissionné dans les conditions qu'on connaît, comment est-ce que la CEDEAO va aborder les choses? Bon, est-ce que c'est un argument qui va véritablement peser par rapport à la prise de mesures contre le Burkina? Là, on attendra de voir, mais bon, déjà, ça laisse percevoir la fermeté. Mais j'ai dit bien, c'est des positions de principe qui sont connues, et c'est un feuilleton qui se joue à chaque fois qu'il y a un coup d'État. Alors, dans la première déclaration du MPSR, beaucoup ont vu une junte assez mesurée dans le discours, assez pondérée, une junte qui n'est pas versée dans les insultes comme beaucoup l'ont relevé. Est-ce que cela, cette disposition-là, cette première sortie peut peser dans la balance pour les négociations qui vont certainement s'ouvrir avec l'organisation sous-régionale? Oui, moi je crois que l'organisation sous-régionale est en train de se poser d'énormes questions. Parce que quand vous regardez dans la CEDEAO, quand même, on a plusieurs pays qui commencent à être concernés par ces coups d'État. Ça change la donne. Guinée, Mali, Burkina, ça change la donne. Ne serait-ce que par le nombre, ça impose une posture nouvelle, ça impose des questionnements nouveaux. Qu'est-ce qui, malgré les sanctions qui sont brandies par la CEDEAO, qu'est-ce qui fait que les coups d'État continuent? Je pense que c'est la grande question qu'il doit commencer à se poser. Ça veut dire aussi que aller crescendo dans les sanctions comme ils ont eu à le faire, ça ne résout pas le problème. Ça n'est que casser le thermomètre et puis ne pas vouloir regarder dans les problèmes de fond qu'il y a dans ces pays-là qui composent cette CEDEAO. On rentre pour moi, lorsqu'on pose le problème ainsi, dans le dû de nos réalités. C'est que on assiste de façon cyclique à plusieurs coups d'État qui légitiment à la fin celui militaire. Je m'explique. Aujourd'hui, ce qui horripile notre communauté internationale, CEDEAO y compris, c'est le coup d'État militaire. Ils se disent c'est antidémocratique, c'est revenir en arrière, c'est l'inacceptable. Pour ce que je suis aussi et que je partage, les coups d'État militaires ne sont pas forcément la solution.
Et puis c'est pas des choses qu'il faut applaudir parce que bon, il faut le souhaiter. Non. Mais le problème, c'est dans quel contexte que cela arrive. C'est ce qui fait que souvent ils sont légitimés. Et puis quand vous regardez, la plupart du temps, c'est applaudi par une bonne partie de la population. Et quelquefois, c'est même ces populations-là qui fragilisent le pouvoir en place et qui permettent aux militaires de venir achever le travail. Donc ça veut dire qu'il y a souvent des systèmes, il y a souvent des régimes qui sont désavoués. Maintenant, comment comprendre, comme dans le cas malien et celui burkinabé ou même guinéen, que celui qui vient à peine de se faire élire tombe dans un calme plat, sans qu'il y ait personne pour vraiment faire opposition et défendre le régime qui, il n'y a pas si longtemps, a été adoubé par les urnes. Ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir fortement sur les choses. J'ai dit, il y a plusieurs coups d'État. Et c'est de façon cyclique qu'on en arrive à celui qui est inaccepté par la communauté internationale, qui est celui militaire. Mais il s'accommode des autres types de coups d'État qu'on a. Il y a le coup d'État électoral. C'est ce à quoi on assiste d'abord. C'est dire que on accepte qu'il y ait des fraudes massives, on accepte qu'il y ait plusieurs écarts qui mettent à mal le processus même de choix concernant le président, parce que l'argent est celui qui compte le plus dans les questions de choix. Et puis avec la façon de faire de la politique, il y a un désintérêt total de la majeure partie de ceux qui pouvaient faire pencher la balance, et on appelle ça démocratie. Et donc ceux qui en sortent très vite, ceux qui n'ont pas participé et qui sont déçus de ce système-là, qui n'est pas si démocratique que ça, il faut faire face à leurs aspirations. Et lorsque vous commencez à décevoir, ils n'attendent pas les moyens que vous avez mis dans un semblant de démocratie pour s'exprimer. C'est la rue, c'est faire opposition par tous les moyens à votre avancée et à l'exercice de votre pouvoir. Et c'est ce qui arrive, et donc ça vous rattrape. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la communauté internationale, tant que, je dis communauté internationale, mais je vais être plus précis, les grandes puissances, nous dépendons de la France, disons-le de façon tout nette, tant que vous ne dérangez pas ou bien que vous arrangez certains intérêts, on vous tolère. Et on tolère ce type de coup d'État électoral. Quand on revient sur le cas du Burkina, on ne va pas dire que les choses ont été si volées que ça, mais regardez, quand on regarde comment est-ce que nos présidents sont élus et désignés, le taux de participation que vous avez en gros combien de millions de Burkinabés qui désignent le président? Je pense que ça aussi c'est un indicateur. Vous regardez des rapports comme ceux du RENLAC qui vous disent qu'il y a plus de 400, je pense un peu plus de 450 cas de fraude. De fraude essentielle. Celui qui arrive en tête dans les élections, c'est-à-dire il y participe à en gros 46%. C'est celui qui a le plus fraudé, on va dire comme ça, ou bien qui a le plus distribué de l'argent, qui a le plus fait ceci ou cela. Si les résultats ne sont rien d'autre que la stratification des moyens qui ont été mis, ça veut dire que ça ne donne pas la claire lecture de l'expression d'un choix démocratique qui, dans son sens essentiel, veut dire que tout repose sur le choix du peuple. Donc, quand ce processus, lui, n'exprime pas de façon foncière celui qui est la position du peuple, vous pouvez vous retrouver surpris face à ceux qui, selon le système qui n'est pas bon, vous ont choisi. Donc en fait, c'est pas vous qui avez été choisi. C'est pas vous qui êtes l'expression de la vraie majorité. Et ce coup d'État électoral là, très souvent c'est accepté. Et la machine, la plupart du temps, elle est connue. Maintenant, j'ai dit, il y en a plusieurs. Après le coup d'État électoral qui est accepté, qui passe, là la CEDEAO ne dit rien. Regardez le cas guinéen, comment il y a eu des forcings. Mais il y a les coups d'État constitutionnels. Le monsieur, il s'arrange pour changer 2-3 phrases. Il dit, je reviens, c'est le premier mandat de ma deuxième expérience de vie encore au pouvoir. Comme s'il y a plusieurs vies. Et ça, la CEDEAO ne dit rien, ça passe. Et je dis encore, les grandes puissances s'en accommodent. Tant que celui qui est là, il fait nos affaires, il n'y a pas de problème. Après le coup d'État électoral, on se permet un coup d'État constitutionnel et on est toujours là. On revendique être le choix du peuple. Mais tout le monde s'en accommode et puis ça passe.
Mais après, quand vous vous retrouvez face à une certaine écurie, à une incapacité à pouvoir trouver les réponses aux problèmes profonds de ceux qu'on dit les avoir votés, ça devient compliqué. C'est les mêmes qui viennent dans les rues qui disent on est fatigué, il faut qu'ils partent. On ne peut plus de la gabégie, on n'en peut plus de la malgouvernance, il faut que ces messieurs-là partent. Ce sont des manifestations à n'en pas finir et à un moment donné on assiste à un blocage. Quand vous prenez le cas de nos pays, je prends Mali comme Burkina, il y a un cocktail qui est très dangereux. Parce que pendant qu'on n'arrive même pas à penser développement, on n'arrive pas à donner de l'espoir, il y a un terrorisme qui est en train de nous prendre au cou. Donc à un moment donné, il y a plusieurs dimensions dans le problème. Et le militaire se retrouve forcément invité, puisque très souvent, mourant au front et dans l'incapacité de donner une force de feu plus intéressante, ils ont l'impression de servir de chair à canon. Et à un moment donné, étant donné qu'ils font partie de la composante pays, ils vont s'exprimer. Et ils ont la force avec eux. Donc je veux dire que on est dans un cycle dont les deux premiers sont cachés et derrière un semblant de démocratie, et on dit non, ça passe. Maintenant, quand on arrive à la fin du cycle avec un coup d'État militaire, on dit non, ça on ne peut pas accepter. On a déjà accepté un coup d'État électoral, on accepte pas moins des coups d'État constitutionnels. Quand ça arrive sur celui militaire, on dit non, ça on ne peut pas accepter. C'est l'illogie. C'est l'illogie qu'on a aujourd'hui. Maintenant, ils vont statuer sur le cas du Burkina. C'est sûr qu'il y a des sanctions qui risquent d'arriver. Maintenant, il faudra compter sur la capacité aussi à ceux qui ont pris les rênes à pouvoir, on va dire, barauder, négocier fort pour avoir aussi une démocratie qui soit, une diplomatie qui soit agissante pour qu'on sorte un peu de cela. Mais je pense que au départ, même si on a des sanctions, elles ne seront pas. Je ne me permets pas en jeter de courir, mais je regarde un peu le processus comme ça s'est fait avec les autres coups d'État. Même quand c'est dû, très vite c'est levé, on vous impose de pouvoir donner un calendrier. Mais c'est ça le problème, souvent c'est irréaliste et après ça vous reprend la gorge. Et puis comme au Mali, on vient vous dire vous n'avez pas respecté les délais que vous-même vous êtes fixés, donc on vous donne encore d'autres sanctions. Et hier, on faisait un débat intéressant sur ce plateau, juste avant le vote d'ailleurs en Morée, et il y avait des choses très intéressantes qui ressortaient déjà même en termes de contribution. C'est que si ceux qui sont arrivés ne sont pas en phase avec les aspirations qu'ils connaissent déjà, qui avaient été exprimées, les besoins de ce peuple-là, s'ils ne l'ont pas derrière, ils seront pris en deux feux, ce sera beaucoup plus difficile pour eux. Et je crois que c'est ça pour moi l'enjeu majeur. Pour eux, ça ne sera pas de regarder d'abord vers la CEDEAO, c'est de savoir comment ils s'imbriquent et ils s'affirment ici. Dans les postures premières qu'on aura, je pense qu'on pourra lire si la majeure partie des Burkinabés accompagnent. Maintenant, on parlera du débat des questions sous-régionales et comment est-ce qu'on fait accepter ceci et cela. Tout va commencer par la façon dont ils sont accompagnés par les Burkinabés de façon générale et par ceux qui composent notre scène, notre vie. D'accord. Alors, juste pour vous avez parlé un peu de la condamnation de principe de la communauté internationale et aussi des organisations sous-régionales. Après justement ces condamnations, souvent les éléments qui sont pris en compte, c'est notamment le sort qui est réservé au président déchu et aussi le temps à mettre justement pour revenir à un ordre constitutionnel. Quand on voit les premières déclarations et les premières décisions prises par les nouvelles autorités, est-ce qu'on a une grande lisibilité à ce niveau-là? Parce que généralement les sanctions aussi tiennent compte de ces aspects-là. Mais quelles sont les décisions qui étaient prises par les nouvelles autorités? Non, il n'y en a pas. Ce sont des décisions formelles. Donc, comme on appelle ça, la dissolution la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement, du Parlement, et puis les fonctions du chef de l'État qui ont été effectivement, comme on appelle ça, arrêtées. Donc c'est fini. Alors, le reste, c'est quoi? C'est la fermeture des frontières, la réouverture des frontières aériennes, donc c'est terrestre qui continue, et puis quoi? Toujours le maintien fermé des écoles, ce sont toutes ces décisions. Le reste, c'est fini. Donc le sort du chef de l'État et tout et tout ce qui va s'en suivre, pour le moment il n'y a pas une décision clairement prise effectivement là-dessus. Donc ça, il n'y a pas encore de décision par rapport à aller ou d'aller dans tel sens de façon
évidente. Et dans la première déclaration, pas assez d'éléments? Non, pas assez d'éléments. Dans la première déclaration, pas assez d'éléments. Et puis jusqu'à présent, officiellement, il n'a pas été dit que le président du MPSR assure les fonctions de président de la République, chef de l'État. Peut-être que je me suis trompé dans la lecture de communiqué, mais je ne l'ai pas encore entendu. On signe sûrement le président du MPSR et tout, mais il n'a pas encore dit qu'il incarne la République, clairement. Alors que Zida, en 2014, dans la nuit du 31, comment on appelle ça, dans la nuit, oui, du 1er au 2 novembre, quand il a dit j'exerce à partir de maintenant les fonctions de président du Faso, chef de l'État. Ça a été clairement exprimé. Alors ici, est-ce que dans les coulisses, il y a quelqu'un qui assume déjà une présidence en attendant qu'il se réorganise pour voir réellement qui va être le président de ce mouvement, ou bien ça va être lui définitivement? Officiellement, cette annonce, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas encore entendue. Donc maintenant, comme c'est des tractations souterraines, on attend. Parce que je me rappelle au Niger, quand il y a eu le coup d'État contre Tandja, qui voulait s'en charger, on ne savait pas que c'est Salou Guibo qui avait effectivement fait le coup d'État et que c'est lui qui allait assumer. Il y a d'autres noms qui revenaient régulièrement, dont Pelé, qui était beaucoup plus au niveau des médias, et l'interview qui avait été accordée à RFI. Après, on se rend compte qu'en réalité, c'est Salou Guibo qui allait assumer la suite. Donc, mais même si ici tout porte à croire que ça va être le lieutenant-colonel Damiba, formellement, ce n'est pas encore annoncé au Burkinabé. Il est président pour le moment d'un mouvement. Est-ce qu'il est le président de la République, chef de l'État? Cette précision, je pense qu'elle n'est pas encore tombée. Alors, donc, maintenant, par rapport à la suite, comment est-ce que effectivement ça s'organise? C'est à partir effectivement de ces éléments-là que ça s'organise. Parce que c'est le MPSR, à travers un communiqué annonçant les choses, qui suspend la Constitution. Je prends également le coup d'État de 2015. Quand le CNRD a proclamé la prise du pouvoir et la fin, la dissolution du gouvernement, du Parlement, de la transition et tout ce qui va avec, il a été clairement dit que désormais c'est Gilbert Diendéré qui assure les fonctions de chef de l'État, président du Faso, et qui a assumé. Et c'est en ces qualités qu'il est allé rencontrer les émissaires de la CEDEAO. Pas en qualité seulement d'un mouvement, mais en qualité de chef de l'État. C'est formellement précisé. Donc là, je dis bien, peut-être qu'il y a un autre communiqué qui va venir, ou bien lui-même fera cette sortie officiellement pour le faire. Ben là, effectivement, on attendra effectivement de voir. Parce qu'effectivement, il y a à reposer. Il y a un minimum de base légale et tout. Voilà, j'ai dit, il y a des gens qui se posent des questions par rapport à la base légale de certaines décisions. C'est parce que c'est ce manque de base légale qui avait valu que les autorités de la transition soient traduites devant la justice pour dissolution illégale des collectivités territoriales. Donc, c'est ça aussi. 2015 également, on a commis ces erreurs-là qui nous ont rattrapés à un moment donné, fallait jongler et tout, et nous sommes dans une telle situation. Donc, ça, c'est de faire attention. En même temps, le Parlement de la transition, le Parlement a été l'un des parlements qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup produit en termes de production de lois et tout. Sur ce plan, il n'y a pas de reproche. Mais quand on regarde également le contenu, qu'on analyse avec recul, on se rend compte aussi qu'à un moment donné, la volonté d'aller vite, ils étaient de bonne foi. Cette volonté de vite aller, cette volonté d'avoir, comme on appelle ça, des lois imparables, a conduit aussi à de la précipitation, et le manque d'expérience, parfois politique, suffisamment poussé, ou du fonctionnement de l'administration de certains de ce même Parlement ont entaché la qualité de certaines décisions, pas toutes les décisions. Donc, la réalité aussi, elle est là. Implacable. Après, pour l'appliquer, c'est difficile parce que vous êtes rattrapé par les réalités terrain. On se rappelle que quand il fallait enclencher ce qui a été donné revoir sur le plan salarial par rapport à l'amélioration de la loi, sur le statut des magistrats et tout ce qui va avec, maintenant vous faites un dépassement pratiquement
sur le plan budget, il y avait déjà des difficultés pour pouvoir, comme on appelle ça, s'accommoder. Des gens qui revendiquent les avantages qu'ils ont reçus par le fait de nouvelles lois, mais une loi des finances déjà votée qui ne prend pas en compte ces questions, qu'il faut attendre la prochaine loi des finances. On était effectivement dans une situation compliquée. Donc c'est pourquoi j'ai dit, même pour la mise en place des organes de la transition, il va falloir être regardant. Véritablement que, parce qu'en général, c'est connu, hein, pour les parlements de transition, on dit aux différentes entités d'envoyer des représentants, ça s'arrête là. C'est maintenant dans le choix des représentants de ces entités-là qu'il faut effectivement trouver des hommes de qualité pour faire ce travail-là, parce qu'il s'agit d'abord du Burkina. Mais en 2015 aussi, on ne voulait plus voir certains visages parce que venant d'être tombés, alors que aussi c'est une qualité qui peut aider. Dans la méfiance, aussi parfois dans un esprit de revanche, on a commis des impairs, on a commis des erreurs en 2015. Donc, alors, ici aussi, on a aussi à faire prudemment par rapport, je dis bien, au choix de ceux qui vont incarner ces organes de transition. Autrement dit, on va retomber dans les mêmes travers et puis ça va être encore un remake. C'est pourquoi hier, à l'édition spéciale, la conclusion de mon propos, j'ai dit, il faudra également que nous puissions nous affranchir des anciennes querelles des années 80. Il y en a qui se réclament de l'Albanie, il y en a qui se réclament de Cuba, au moment où d'autres se réclament de Mao, de la Chine, de Mao, il y en a qui se réclament. Donc à un moment donné, tout ce foutu dans le mouvement de gauche a contribué aussi à impacter notre République jusqu'à maintenant. Qui ont effectivement enfanté, ou qui ont cloné, qui continuent de porter ces mêmes bagarres avec les mêmes armes à l'époque. Sur le plan idéologique, nous sommes opposés à ci. Par principe politique, nous sommes opposés à cela. Et ici, la bagarre ne devient pas une bagarre de choses, mais ça devient une bagarre de principe. Par principe, nous ne faisons pas ça, donc il n'est pas question. Même dans le choix des mots, déjà ça pose problème. Ça a entaché, comme on appelle ça, ça a impacté la révolution dans les conditions qu'on connaît, ça a continué dans le régime de Blaise Compaoré jusqu'à dans le régime de Roch-Marc Christian Kaboré, ou même à l'intérieur du choix du MPP. Par rapport à certains postes, il faut tenir compte des couleurs de certains qui sont issus des mouvements de gauche de ces anciennes époques. GCB, ceci, cela. Donc, ULCR, ULC Flamme. Il fallait tenir compte de tout ça, même quand ce n'est pas prononcé. Vous regardez bien, vous avez une idée sur l'histoire politique de ces mouvements de gauche et ceux qui l'ont incarné, et vous voyez que le choix de certains bons petits entre griffes sont faits en fonction de ça, et jusqu'au dernier gouvernement qui vient effectivement d'être dissous par, comme on appelle ça, par le MPSR. Donc, pour me reprendre, on a effectivement à nous élever au-dessus de ces clivages-là. Sinon, ça va être très difficile de pouvoir avancer. Parce que ça a marqué la République, ça a marqué des gens au fer rouge. Maintenant, il faut qu'on puisse trouver l'appareil pour avancer. Voyez-vous le tollé que ça fait quand le chef de file de l'opposition, Edis, est allé au niveau de la stèle de Thomas Sankara, à l'occasion effectivement du 15 octobre, qui dit: je suis allé à une manifestation de la République sur invitation du protocole de la République, donc du protocole de l'État. Mais ça soulevait un tollé. C'est comme si c'était un sacrilège pour certains, parce qu'il n'en est pas question. Au moment même où le parti qui l'incarne aujourd'hui a élevé cette personne au rang de héros national. Mais il s'est trouvé des gens dans son camp qui ont dit pas question, et pour Edi, il a commis un péché originel. On est jusqu'encore à ce niveau. Même mort des trentaines d'années après, ça continue de diviser jusqu'à ce niveau-là, président. Donc c'est-à-dire qu'on a du boulot à faire pour pouvoir penser nation. Quand on parle de construction d'État-nation, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous sommes au stade de la subjectivité. Est-ce qu'il est de ma religion? Est-ce qu'il est de ma région? Est-ce qu'il est de ma communauté ethnique et autres? On est toujours à ce niveau. Vous voyez les derniers gouvernements, des régions, des provinces qui sortent, qui disent: il n'y a pas notre fils dedans, il n'y a pas notre fille dedans. S'il y a au moins un de chez nous dedans, c'est bien.
Le simple fait qu'il n'y a pas un de leurs fils, il dit c'est pas bien. J'ai dit mais il y a des gens qui ont incarné leur région, qui ont incarné leur province, mais qui n'ont rien fait pour la région, qui n'ont rien fait pour la province. Vous approchez ces messieurs, ils disent moi j'ai d'abord réfléchi nation. Je n'ai pas réfléchi. Voilà, parce qu'il y a des problèmes de développement qui doivent effectivement couler à l'échelle nationale. Donc on est arrivé à mettre ça dans la tête du dirigeant que c'est d'abord chez lui d'abord, c'est d'abord sa communauté d'abord. Donc on ne réfléchit pas qu'est-ce que le Burkina gagne d'abord, qu'est-ce que moi je gagne, ma communauté gagne, ma religion gagne. Et on est marqué jusqu'à ce niveau-là d'abord. Et ça continue des lustres après. Même au sein des communautés, il y en a qui se réclament puristes et d'autres impurs. Vous n'êtes pas purs, vous êtes purs. Même au sein des communautés ethniques, ce débat n'est pas encore fini et il entache aussi les institutions. Et c'était aussi l'un des combats en sourdine de Souman Touré qui aujourd'hui doit ressonner dans sa tombe quand il évoque certains faits liés aux communautés. Allah, effectivement, avec des arguments à l'appui. Et nous sommes, je dis bien, dans un tel contexte-là, jusqu'à présent. D'accord. Alors, on va revenir sur les probables sanctions qui peuvent être prises contre le Burkina Faso. On a vu le cas malien. Alors, pour beaucoup, justement, le tollé, la polémique que ça a soulevé, les décisions prises par la CEDEAO pour contraindre les autorités maliennes, est-ce que ça ne peut pas, je dirais, faire tache d'huile et jouer sur le cas burkinabé? Non, je pense que la CEDEAO va en général graduellement. Les premières sanctions pourraient être politiques et diplomatiques, c'est-à-dire la suspension de la participation aux instances de la CEDEAO, la non-possibilité pour nos ressortissants de candidater à un certain poste à ce niveau, comme on appelle ça. Et maintenant, ça peut aller encore sur le plan économique, gel des avoirs des autorités de la transition, des proches de leur famille, et toutes ces autorités qui vont entrer dans la transition, ou bien de certains barons de cette transition. Et ça peut aussi aller jusqu'au Mali, là-bas ça a été vraiment, si on m'a dit c'est sauvage quand même, hein, parce que ce qui a été fait, c'est très grave. Donc, maintenant, par rapport à la suite, ça pourrait être comme le cas malien. Mais le cas malien, il faut préciser qu'on n'en serait pas là si les Maliens n'avaient pas aussi demandé 5 ans de transition. Je pense que ça a beaucoup contribué. Et l'épisode le second putsch a d'abord fâché Paris et Abidjan, Dakar, mais les uns et les autres se sont dit bon, il n'y a pas de problème, on vous suspend de la communauté, mais vous organisez les élections le 27 février qui étaient maintenues. Maintenant, à l'arrivée, les uns et les autres se rendent compte que le 27 février, il n'y aura pas d'élection. Mieux, ils demandent 5 ans. Donc, ils se sont dit, il faut suivre ces messieurs-là, les affamer sérieusement, parce que le gel des avoirs des leaders, l'interdiction de voyager et tout, bon, ces messieurs-là ne sont pas encore... ils n'ont pas compris la leçon. Donc, je pense que ça a été verrouillé sérieusement à cause de cela. La transition burkinabé, si elle tentait une prolongation au-delà des normes prévues, c'était pas évident qu'on pourrait effectivement avoir de la sanction. Ou bien si le coup d'État de Gilbert Diendéré passait, on pourrait également essuyer des sanctions, ou même ça pourrait être verrouillé. C'est vrai que la CEDEAO n'a pas été claire. Hein. Son comportement pendant cette transition, pendant le coup d'État en 2015 a été quand même décrié, mais on pourrait essuyer des sanctions si ça arrivait. Maintenant, dans ce cas de figure, comme elle procède graduellement, je ne pense pas que ça va être un coup de bâton immédiatement administré pour dire, bon, voilà, comme le Mali. Je ne pense pas à cette étape-là. C'est sûr que la CEDEAO voudrait des gages avant de pouvoir se prononcer. Même la Guinée, jusqu'à présent, les sanctions ne sont pas encore serrées comme le Mali. Parce que mais la CEDEAO, c'est sûr qu'elle attend la date des élections. Et si ça ne vient pas, et la CEDEAO pourrait encore apprécier mieux le cas guinéen. Maintenant, c'est l'impact des sanctions qu'on pourra aussi épiloguer là-dessus. Alors, juge, c'est vrai que le mode opératoire de la communauté internationale, notamment des organisations sous-régionales comme la CEDEAO, est bien connu. C'est l'isolement diplomatique et politique des pays qui, entre griffes, ont quitté l'autoroute de la démocratie. Est-ce que si on assiste aux mêmes sanctions
qui ont été prises contre le Mali pour le cas Burkina, est-ce qu'on ne peut pas se retrouver dans un cas de figure avec un rapprochement des pays qui ont aujourd'hui un dénominateur commun? Je veux parler du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Non, ça peut arriver. Vous l'avez constaté notamment avec les dernières sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali. La Guinée ne s'est nullement sentie concernée et n'a jamais voulu apporter sa solidarité parce qu'elle sait aussi que, naturellement, ça pourrait être le même sort qui lui soit réservé au cas où ceux qui sont au pouvoir avaient l'intention de changer leur calendrier. Et donc, quand vous savez le fouet qui risque de vous taper alors qu'il est en train de taper celui qui est devant, vous comprenez déjà qu'il faut être solidaire ne serait-ce que parce que vous partagez ensemble. Oui, donc pour ce qui est du Burkina, il peut avoir des rapprochements. Ça, c'est de l'ordre du possible parce qu'ils vivent et traversent les mêmes réalités, ces militaires-là. Mais je dis aussi encore une fois que ce sont des trajectoires qui sont en train d'être prises par la plupart de ces États de la CEDEAO parce que ce qu'on a comme chef d'État au sein de cette CEDEAO ne prennent pas les bonnes décisions et même quand on regarde les textes même qui nous régissent avec le pacte additif là, on a quand même des convergences démocratiques mais qui ne sont pas assez fortes pour pouvoir garantir des stabilités. J'ai dit, pour revenir sur les questions de coup d'État, c'est-à-dire électoral et constitutionnel, même si celui constitutionnel, on aurait pu faire déjà quelques efforts et quelques avancées. C'est interdit de changer sa constitution 6 mois avant les élections. C'est tout ce qu'on dit dans notre pacte de convergence démocratique. Donc ça veut dire que celui qui a déjà 2 mandats, il peut le changer 6 mois avant et peut continuer pour un 3e mandat, ce qui est germe de déstabilisation, quoi qu'on dise, pour la plupart de nos États. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, de façon courageuse, ils devraient beaucoup plus penser. Mais je pense qu'ils ne sont pas à ce stade-là. Ils sont au stade à vouloir mater toute volonté de coup d'État et de donner la leçon. Mais ça continue de perdurer, donc ils devraient comprendre que leurs sanctions sont en train d'avoir des effets contraires. Mais c'est clair que ça sera dur pour les États si ce sont des sanctions qui durent. On a parlé de la question du cas malien. Et quand certains ont commencé à dire non, il faut battre monnaie, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est parce qu'on sait que les incidences économiques sont fortes. Et il y a des populations qui risquent fort d'être prises en otage dans cette affaire. Maintenant, pour revenir aux sanctions possibles, moi je pense aussi que sur le cas malien, si ma mémoire est bonne, en 2020, avec le premier coup d'État qu'on avait eu, je pense que les sanctions ont été aussi dures que ce qu'on a actuellement pour le Mali. Mais seulement c'est que ça n'avait pas duré. Est-ce que dans notre cas ça sera pareil? Ils vont aller à la sanction sauvage. Maintenant, après, comme je dis, c'est la sanction primaire pour effrayer et après on lève et puis on discute avec vous le temps que vous donniez un calendrier, parce que c'est ça le problème. On met la pression pour qu'il y ait un calendrier de retour à la normale qui soit rapide. Mais le problème c'est que c'est ce calendrier-là qui sera encore invoqué pour vous créer des soucis au cas où. Maintenant, c'est vrai aussi que c'est facile de venir et puis de vouloir s'éterniser alors qu'on a reproché ça à celui qui était là avant parce qu'il n'avait pas les solutions. Donc on est dans un serpent qui se mord la queue. Voilà pourquoi j'ai dit que tout va dépendre, et c'est là où je rejoins Bernard, de la façon dont ça va être géré par les Burkinabés ici entre nous. C'est comme ça qu'on est fort pour parler à l'extérieur. Si ici, on ne s'entend pas, il n'y a pas le discours de vérité, et puis il y a des envies de revenir à des anciennes méthodes où on est dans, pour certains, l'opportunité de la revanche ou quoi que ce soit, on ne va pas s'en sortir. On a déjà connu une transition il n'y a pas si longtemps. Si on revient encore à la possibilité d'une autre transition, il faut se poser des questions. Il y en a qui ont parlé de transmission et non de transition parce qu'on a servi de couloir pour que des gens viennent s'installer. Si on doit revenir encore dans la même situation où on va servir de transmission, où au fond on va permettre à d'autres personnes de revenir s'installer ou bien de venir s'installer, on se sera trompé parce qu'on sera dans un cycle dans lequel pour quitter ce sera vraiment difficile. Je crois que ça, il faudrait qu'on tire les leçons. Merci messieurs les juges, on va rester dans le même contexte mais on change d'actualité et de pays. La junte aux militaires au Mali en tout cas a demandé au Danemark de retirer les soldats récemment arrivés pour rejoindre le groupement des forces spéciales Takuba. Alors les autorités maliennes se sont déclarées étonnées par le déploiement de ces forces sur leur territoire. Encore un incident qui risque de durcir le bras de fer entre le Mali et la communauté internationale. Votre regard là-dessus, juge Bougma? Le Mali a raison si ça n'a pas respecté
les obligations en la matière des deux parties. Le Mali est dans son droit de dénoncer une telle situation et demander que les choses soient rétablies. C'est comme un contrat qui a été signé. Si ce n'est pas respecté, l'une des parties peut librement dénoncer le contrat sur les termes ou sur la base légale qui justifie ces contrats-là. Donc je pense que le Mali est dans son droit de dire qu'il n'a pas été associé, donc demande au Danemark de tirer les conséquences qui vont avec. Et là je suis tout à fait d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Quand on est d'accord également, on le dit. C'est ça aussi un État souverain qui assume et qui s'assume. On ne pourra pas reprocher aux Maliens de n'avoir pas dit effectivement cette vérité ou de ne l'avoir pas extériorisé ou de n'avoir pas dit formellement aux Danois ce qu'ils n'aiment pas. Donc, parce que j'imagine le Mali envoyer des troupes au Danemark dans des conditions comme ça, même pour envoyer l'ambassadeur, il y a toute une procédure. Pour affecter le personnel diplomatique, il y a toute une procédure. Sans parler de soldats qui viennent. C'est vrai que le Mali est dans une situation délicate du fait des attaques terroristes et tout ce qui va avec, mais le faire comme ça, alors que c'est un pays, je dis c'est un manque de respect si les choses se sont réellement passées comme ça. Et là, je suis d'accord avec la position de Bamako qui demande maintenant que les États se fassent respecter. Je pense que nous sommes maintenant dans cette logique. Là, il faut également que certaines puissances acceptent ou apprennent et retiennent que la condescendance là, elle est terminée. Ce regard paternaliste, l'enfantillage comme on appelle ça, l'infantilisation, de nos chefs de l'État et de nos États, en fait, c'est révolu. Mais j'ai l'impression que certaines puissances n'ont pas encore intégré cette nouvelle donne dans leur façon de faire. Il va falloir actualiser les données. Il va falloir actualiser les anciennes applications pour parler comme on est dans une génération Android, une génération 2.0. Il faut actualiser les données parce que ça, c'est révolu. C'est avant. Même s'il y a des chefs d'État qui ne disent pas, il y en a qui vont le dire. Donc parce que ça, c'est tel que présenté, c'est vraiment de la foutaise vis-à-vis du peuple malien. Voilà. Donc je pense aussi que nous sommes dans ces conditions. Dans nos cultures, on dit qu'on ne force pas une femme pour mettre la farine dans son sac, dans sa besace. C'est-à-dire, on ne force pas. Vous voulez donner à quelqu'un, mais elle est libre. La personne est libre d'accepter ou de refuser. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un pour donner un cadeau. Même quand la personne est en détresse. Il y en a qui, dans la détresse, refusent l'assistance de certaines personnes ou de certaines entités pour rester dans leur dignité, pour rester dans leur honneur. Je pense aussi que ces puissances dites étrangères-là, ces puissances étrangères doivent intégrer cette donne-là. Mais j'ai l'impression que jusqu'à présent, il y en a qui ne l'ont pas encore compris. D'accord. Alors, juge, voilà, c'est connu, le couple Bamako-Paris bat de l'aile. Cette dernière actualité n'est pas faite pour arranger les choses. Non, moi je crois que c'est le Mali qui affirme ses positions et puis c'est le Mali qui reste logique avec lui-même sur le bras de fer qu'il y a, notamment avec la France et puis cette Union européenne dans ses choix de vouloir critiquer et de ne pas accepter que le Mali soit libre de prendre certaines alternatives, notamment depuis qu'on parle de Wagner, c'est la réalité dans laquelle on est. Maintenant, quand on regarde cette force Takuba, c'est quoi? Un peu plus de 900 soldats. C'est composé essentiellement de forces spéciales qui viennent de l'espace européen, là, donc avec lesquels les Français sont. Mais c'est pas parce que, bon, on a permis à des soldats français de venir que les pays avec lesquels il n'y a aucune entente, que cela vienne fouler le sol malien et qui plus est des militaires d'unités spéciales pour des actions et être déployés sur le sol malien. Ils le feront jamais, ça ne se passera jamais chez eux, malgré les accords qu'ils ont et tout, ça ne se fera jamais sans une autorisation. Donc c'est des choses qui ne peuvent pas s'accepter. Et le Mali, je pense aussi, commence à prendre conscience de certaines erreurs. Même la présence française, au départ, ce n'était pas une présence au sol, c'était un appui aérien. C'est parce qu'ils ont laissé faire qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où
celui qui dit qu'il est venu vous aider vous dit que vous n'avez pas d'autre choix. En tout cas, moi, je suis là. Et pour passer dans sur votre propre territoire national d'un point X à un point Y, vous vous retrouvez avec des points où c'est eux qui sont là et vous disent vous ne pouvez pas passer de l'autre côté dans votre propre pays, ce qui ne peut pas se faire ailleurs. C'est ça la réalité. Et je pense que ayant permis certaines choses au départ, ayant concédé des largesses à un moment donné, le Mali a compris qu'on s'est retrouvé piégé. Sinon, même la présence française au départ, l'appui ne devait être que aérien. Aujourd'hui, on les retrouve au sol et avec des blocages, avec des situations dans lesquelles le Mali se retrouve aujourd'hui. Voilà la réalité. Donc, quand vous avez donné le doigt et qu'on vous a pris le bras, je pense que vous commencez un peu à être plus craintif et plus regardant, et c'est la réalité du Mali. Et sans oublier aussi que récemment, n'oubliez pas qu'il y avait un cargo qui avait décollé d'Abidjan et qui est allé jusqu'à, c'était Gao, non? Qui est allé à Gao, alors que les frontières étaient fermées, qui coupe d'un point de vue matériel, ce qui permet de le tracer dans son chemin aérien pour ne pas être vu. Ça pose problème. Vous venez sur un territoire d'un autre pays et en qui plus est pour lequel vous avez installé des sanctions et tout, et puis sans crier garde, vous rentrez dans son espace aérien, vous venez déposer on ne sait quoi, et ça pose problème. Il y a de la... Je suis désolé de dire le mot ainsi, c'est un vrai irrespect, une vraie foutaise vis-à-vis de Mali, et c'est bon, et bon, je crois que c'est bien que le Mali s'en rende compte. C'est pas tard de se réveiller, mais je crois qu'il y a des yeux qui s'ouvrent pour beaucoup de réalités aujourd'hui, et ça devrait pour nous servir de cas école. Moi, je ne suis pas dans l'attitude de dire que changer de maître, ça fait de vous un esclave un peu plus affranchi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faudrait qu'on comprenne que ceux qui viennent et qui sont avec nous ne le sont que par intérêt. Il n'y a pas de bonhomie, il n'y a pas d'humanisme exacerbés qui veulent être exprimés. Non, il n'y a que des intérêts. Et les intérêts là, c'est sur notre sol. Maintenant, comme nous savons que c'est fort de nos richesses qu'on peut discuter, on devrait commencer à comprendre qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Et donc on doit fonctionner comme ça. Celui vers qui on va, il a intérêt à venir avec nous. C'est bien pour cela qu'il vient. C'est pas par bonhomie, c'est pas parce que notre tête lui plaît. Et si on réfléchit comme ça, on sera aussi rigoureux pour les Français, parce qu'on ne l'a pas été pendant longtemps, mais aussi rigoureux pour les alternatives, fussent-elles russes ou quoi que ce soit, mais aussi rigoureux pour ne pas se retrouver dans la même situation, parce que chacun vient pour des intérêts. D'accord. Dernière question à Juge Bourman sur ce chapitre-là. Alors, on connaît un peu le contexte général, la crise diplomatique. Aujourd'hui, avec, je dirais, cet incident-là, est-ce qu'on ne tend pas vers un rejet aussi de la force Takuba ? Oui, bon, en fait, un rejet de la force Takuba, il y a beaucoup de force, il y a même Sabre. Bon, tout dépend de la suite, tout dépend de la suite, de comment est-ce que les choses vont évoluer. Parce que si vous venez alimenter une force, les Maliens disent qu'ils n'en ont pas besoin, et puis bon, il y a beaucoup de choses à revoir. Naturellement, sur le plan opérationnel, il y a beaucoup de choses qui vont être revues. J'ai dit c'est possible, mais je ne peux pas être affirmatif par rapport à comment on appelle ça, à la situation. Mais bon, il est demandé aux donneurs de replier, et c'est ce qui est clairement dit, et c'est ce qui est clairement visible. Maintenant, on attend aussi la réaction de Danemark par rapport à cette suite-là. Mais les Maliens font attention. Comme il y a effectivement une situation tendue, vous faites attention à ceux également qui viennent. Surtout si ça n'a pas respecté les règles de l'art, qu'est-ce qu'ils viennent? Parce que même pour être en congé, les forces de défense et de sécurité, quand elles sont en congé, pour traverser la frontière, c'est toute une autre procédure. Vous ne vous levez pas parce que vous êtes en congé, prendre votre baluchon, traverser la frontière parce que vous partez en tourisme, en villégiature, ou vous partez en visite à vos parents qui sont de l'autre côté de la frontière. Non. Ne serait-ce que pour ça, il y a également des utilisations préalables à faire. Donc, dans ces conditions aussi, pour l'envoi d'une force, surtout d'une troupe, il y a des dispositions aussi à respecter. Et je pense que le Danemark sait
qu'il y a des dispositions à respecter. D'accord. Mécontentement des autorités maliennes suite au déploiement des forces spéciales du Danemark pour le compte de la force Takuba et en tout cas le sommet annoncé par la CEDEAO sur le cas Burkina Faso. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour la présente convocation. C'est ici qu'on va mettre un point final, messieurs les juges. Merci pour vos clés de lecture. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.